Bonjour, rebonjour. J'espère que vous êtes tout prêts pour nous accompagner dans une nouvelle table ronde pleine d'interaction, de bon sens, de partage. Alors j'ai droit d'animer cette table ronde qui représente tous les secteurs d'activité. C'est une belle synergie qui va s'annoncer. Et galanterie oblige, j'ai le plaisir d'appeler Madame Mouatiq Al-Khelfi, directrice des infrastructures du ministère de Commerce et d'Industrie et ancienne directrice des industries. Donc on va vous interpeller sur toutes les attributions relatives à votre poste. Alors nous sommes à Casablanca, politesse oblige, j'appelle monsieur le président de la Chambre de commerce, c'est Adil Yassir, pour nous dire tout à l'heure qu'est-ce qui se passe à Casa, comment vont les zones industrielles et qu'est-ce qui se prépare. Alors Casa invite Tanger, et c'est le président des zones industrielles de Tanger, c'est Raïs, qui est également directeur général d'entreprises industrielles à Brachid et à Tanger. Alors, des entreprises très particulières. Une travaille sur les systèmes de freinage automobile. Et on n'a pas besoin de freiner l'industrie. Donc on reste sur le freinage automobile. Par contre, l'autre travaille sur les systèmes d'embrayage automobile. Donc qu'on soit sur une voiture vitesse automatique ou normale, l'embrayage est là pour booster ce qu'il y a à booster. Donc on va vous interpeller par rapport à ce point. Et j'appelle Sibn Abdullah, qui représente la BMCE Bank of Africa. Et on verra tout à l'heure pourquoi la BMCE Bank. Et je me permettrai même de vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire parmi nous, dans un panel de l'industrie? Alors on a envie, les décideurs ont envie de s'ouvrir sur l'international et aller interpeller une compétence internationale pour nous donner son point de vue. C'est monsieur Luc Solier-Bressé. Je vous en prie. Bienvenue, chers invités, toujours dans le cadre de la galanterie. Je donne la parole à Madame Mouatiq Al-Khelfi, qui est directrice des infrastructures industrielles, commerciales, technologiques et de recherche et développement du ministère de l'Industrie. Alors nous sommes dans le premier forum des zones industrielles du Maroc. On a écouté ce matin avec beaucoup de patience Monsieur le Président de la région Casa-Stade. On a suivi un beau panel d'ouverture qui a été présidé par Si Hicham, qu'on remercie de nous avoir invités à ce forum très intéressant. Je voudrais vous poser une question. Certaines personnes vont la trouver question bateau, mais elle est intéressante. Quel est le rôle de l'État? Aujourd'hui, vous représentez un ministère. Quel est le rôle de l'État dans le développement du plan industriel du pays? Comment le Maroc peut-il trouver la vision qu'il est en train de chercher en tant que pays industrialisé, en tant que pays développeur de tout ce qui se développe, des compétences, des investissements, des zones industrielles, effectivement. Quel est le rôle de l'État aujourd'hui dans ce grand bateau qui est les zones industrielles? Je vous remercie. Comme vous le dites, c'est une grande question. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à la technicienne que je suis. Donc, le rôle de l'État au ministère de l'Industrie, parce que je vais répondre sous cet angle-là. Le ministère en charge de l'industrie, c'est de servir l'industriel. Donc, ça parle de là. Notre raison d'existence, c'est de servir l'industriel, c'est de développer l'industrie à travers cet industriel-là, bien évidemment. C'est d'augmenter la contribution du PIB industriel, sa participation dans le PIB national. C'est de faire au mieux pour que nos importations s'équilibrent au moins avec nos exportations, parce que ce n'est pas le cas depuis de longues années. Et bien évidemment, à la tête de tout cela, le développement industriel doit générer la création de l'emploi. Et la création de l'emploi, c'est le citoyen. Donc, le ministère de l'Industrie, il est au service de l'industriel.
Et à travers l'industriel, il est au service du citoyen, bien évidemment. Donc, quand j'ai décrit les trois objectifs, le PIB, l'emploi, l'équilibre de la balance commerciale, je suis en train de décrire les trois grands objectifs du plan d'accélération industrielle qui a démarré sous l'égide, plutôt sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi le 2 avril 2014. Donc, dans ce plan d'accélération industrielle, sachant que, moi je le dis, ayant été au ministère depuis longtemps, c'est une consécration, c'est une troisième étape du développement industriel, d'une feuille de route. La feuille de route a commencé en 2005 avec Émergence, a été consolidée avec le Pacte national pour l'émergence industrielle en 2009, et puis avec une accélération qui est un terme qui a tout son sens. L'accélération. J'ai un programme de développement industriel et à partir de 2014, je l'accélère. Avant, nous étions dans le ciblage des secteurs industriels. À partir de 2014, je couvre toute l'industrie. Donc, je suis dans un process de maturation. Nous avons observé le process de maturation. Et en 2014, nous sommes arrivés à cette maturité et nous avons pris la responsabilité et l'engagement d'adresser tous les secteurs industriels. Par quel mécanisme? Les écosystèmes industriels. Comme je le disais tout à l'heure, on m'a sollicité pour plusieurs interviews. Les écosystèmes industriels, tout d'abord, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'ai pas entendu le terme PME. Les écosystèmes, le cœur de l'existence des écosystèmes industriels, c'est la PME. Et comment je dois développer cette PME? Nous avons, je ne vais pas dire créé, ça a certainement existé par ailleurs, mais on a décidé que ces PME, tout un nuage de PME, une population de PME, sectorielle bien évidemment, soit drivée par une locomotive. Et c'est ça la construction de l'écosystème. Je sers la PME, je la sers à travers une locomotive. C'est la locomotive qui a la force du marché international, qui a la force du marché national, bien évidemment, parce que nous avons encore le challenge du marché national, ça a été dit tout à l'heure pendant le panel d'ouverture. C'est cette force de locomotive que j'utilise pour qu'elle accompagne ces PME dans la formation, dans le processus industriel, dans la spécialisation, et c'est tout un monde. Et cela, c'est à travers des contrats performance, tout le monde en a connaissance, qui ont été signés depuis 2014 jusqu'à 2017. Et puis après, on les a matérialisés par des conventions d'investissement. Qui dit des conventions d'investissement? Ça veut dire des projets industriels qui sont là et qui sont signés. C'est des installations d'industriels et des engagements avec des pénalités derrière. Chaque locomotive s'engage à réaliser tel chiffre d'affaires, à progresser de telle cadence dans son chiffre d'affaires, doit accompagner tel nombre de PME et le contrôle est mis sur place. Parfait. Alors peut-être avant Je ne suis pas arrivée aux zones industrielles. Oui. Juste l'industrialisation. Mais vous avez parlé de la PME. Oui. Nous sommes à Casablanca. J'ai envie d'aller un peu avant que la PME et interpeller C. Adil Yassir sur une problématique qui vient juste avant la PME. C'est le secteur informel. Alors c'est connu aujourd'hui, pas au niveau régional, national, même international, Casablanca est le secteur informel. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour ce secteur informel? Est-ce que vous avez une stratégie opérationnelle pour le passer vers la toute petite entreprise et par la suite la PME et aller vers les zones industrielles? Quelle est votre solution pour ce secteur informel? Merci. Permettez-moi d'abord de présenter un petit peu la Chambre de commerce, industrie et services de la région de Casablanca-Stade. C'est une institution où se retrouvent tous les opérateurs économiques, soit industriels, sociétés de services ou commerçants. Et où se retrouvent aussi toutes les associations professionnelles. Donc on a eu la chance de rencontrer tout type d'associations professionnelles. Et je vais vous dire une chose, il y a même des associations professionnelles pour le secteur informel. Et qu'on a eu l'occasion de rencontrer et discuter leurs problématiques.
Je ne sais pas, est-ce que tout le monde est conscient du poids du secteur informel dans l'industrie marocaine? Le recensement fait par HCP, on parle de 1 700 000 unités de production informelle. C'est énorme. On parle de 270 000 unités industrielles informelles. On parle de 460 000 emplois informels. Et puisqu'on parle des zones industrielles, moi je pense qu'aujourd'hui, les zones industrielles ou le foncier industriel doit faire partie d'une solution pour la transformation du secteur informel vers le formel. Et ça, c'est le vrai défi. Pour moi, je pense que c'est le vrai défi. Et ça concerne aussi les PME, TPE, parce que ça va créer des structures organisées, ça va intégrer un nombre d'emplois important dans le système. C'est des activités qui travaillent hors champ de radar de toutes les administrations marocaines. Donc, il va leur ajouter perdu chaque jour. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ces mêmes unités industrielles informelles qui fournissent le marché local. Quand on parle de tout ce qui est, par exemple, habillement, etc., ils n'achètent pas leurs marchandises auprès des industries structurées. Et il y a aussi un paradoxe, c'est que ces unités informelles se fournissent auprès des unités formelles. Donc c'est un système qu'en fin de compte, il faut trouver la solution pour s'en débarrasser. Et d'après le HCP, aussi d'après la Chambre de commerce de la région de Casablanca-Stade, beaucoup d'études et beaucoup de rencontres ont été faites avec ces associations ou ces personnes. Il y a une vraie volonté de se transformer. Ils ont la volonté de sortir de ce climat inapproprié pour l'activité. Et vous savez, il y a des gens ici même, et moi je vois des personnes ici qui travaillent dans le secteur informel qui sont là aujourd'hui. Je ne vais pas les citer, mais j'en connais quelques-uns qui travaillent dans le secteur informel, qui font la production et en même temps la vente. Bon, et on a eu la chance de discuter. Il y a une vraie volonté. Aujourd'hui, c'est le rôle de l'État de préparer un pack global pour la transformation du secteur informel. Dans les zones industrielles, le foncier fait partie de la solution et non pas le but. Et je vais vous dire que, sérieusement, le vrai handicap, le vrai problème pour la transformation de cette catégorie, c'est le foncier industriel. Voilà. Bon, tout à l'heure, je vais vous interpeller par rapport aux zones existantes. Est-ce qu'ils abritent ce genre de business et d'activité ou pas? Alors, je me dirige vers nos invités de Brachet-Tanger. Alors, vous êtes local à Brachet, des invités de Tanger. En tant que président des zones industrielles de la région, passe-président de l'association AZIT. C'est l'occasion de féliciter Saad El Raïs parce qu'il a été nommé depuis quelques jours président de la CGM du Nord. Depuis 7 mois. Hein. Président de la CGM du Nord. Hein. Alors je voudrais vous interpeller sur une autre problématique qui est les statuts des anciennes zones industrielles par rapport à leur gestion et à leur réhabilitation. C'est vrai qu'on parle assez souvent des nouvelles zones industrielles, mais est-ce que les anciennes sont également prises en charge? Est-ce qu'ils ont été réhabilités? Est-ce que leur gestion est bien prise en charge? Est-ce qu'on fait des choses pour ces zones industrielles? C'est Raïs. Ok, merci. Pour introduire un peu le sujet, j'aimerais bien utiliser une phrase qui a été dite par un personnage célèbre qui restera dans l'histoire pour 2 actes, je vais les raconter. Monsieur Wolfowitz, qui était ministre des Affaires de la Défense des États-Unis. Un acte, c'est la guerre de l'Irak. Et le deuxième, il avait qualifié l'Europe de vieux continent. Alors, je vais parler de ces vieilles zones industrielles. Vieilles zones industrielles, pourquoi vieilles? Parce que c'est d'abord un contexte. Ces zones industrielles qui sont nées dans les années 70 principalement, dans la politique de zoning qui a été lancée par le gouvernement de l'époque. Il y avait 4 zones différentes. Et dans les 4 zones, il y a eu la création de 73 zones industrielles dans les années 70.
La zone industrielle, si je peux parler de ces zones industrielles, qui est réellement un sujet très important, qui a été un peu abordé tout à l'heure, moi je voudrais un peu en parler un peu plus. Ces zones, elles ont été réparties sur tout le territoire national. Sur la région de Tanger, Tétouan, Hoceima, il y a 8 zones industrielles de l'ancienne époque, donc de l'ancien monde. À Tanger, il y a 3. Il y a Tétouan, il y a l'Alaïch, il y a Souk l'Arba, il y a Azila. Ces zones ont été, et malheureusement, sont souvent oubliées. Alors ces zones n'appartiennent, tout à l'heure je crois que Samar a utilisé un terme assez bizarre pour les qualifier, ces zones pratiquement des zones de non-droit presque. Hein, ces zones n'appartiennent à aucune société qui les a aménagées. Ce sont des zones qui ont été aménagées par le ministère de l'Équipement. Ce sont des zones qui sont aujourd'hui, qui devraient être entretenues par les communes. Et ces zones, la plupart de ces zones, si nous voyons à Bernossi, à Casablanca, les zones sur Tanger, Tétouan, à Fès, elles intègrent la plupart des industries qui travaillent pour le marché national, pas pour l'export. Donc il y a deux concepts tout à fait différents. Les zones industrielles offshore et ces zones industrielles classiques. Alors ces zones qui ont été créées dans les années 70 sont aujourd'hui dans un état souvent calamiteux. Routes défoncées, assainissement défaillant, problème de ramassage de déchets, etc., transport, etc. Tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structure de gestion propre à ces zones industrielles. Donc c'est un cadre à créer. Mais il n'est pas créé, il est créé. Il est créé avec un modèle qui est le nôtre, l'ASIT, l'Association de la zone industrielle de Tanger. On l'a créé, dont j'étais président jusqu'à jeudi passé, on l'a créé en 1990 après des multiples inondations. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une association sous forme de copropriété. Et on avait la chance parce que l'État était en retard par rapport à la délivrance des titres. Nous avons pu inscrire l'obligation d'adhérer dans les titres fonciers des sociétés en 1990. Parce qu'on a eu un conservateur général courageux qui a été avec nous jusqu'au bout et nous avons inscrit l'obligation d'adhérer à l'association. Et tout de suite après, on a créé l'association sous forme de copropriété, comme pour les immeubles. Et cette association a été créée pour remplacer la commune, qui était et qui reste toujours défaillante. C'est-à-dire qu'on fait l'entretien nous-mêmes. Nous avons un budget qui est calculé sur la surface occupée. Et heureusement pour nous, ce n'est pas le cas de toutes les associations, c'est que les sociétés qui sont implantées sur la zone industrielle de Tanger sont obligées de payer. Parce que c'est la copropriété. Donc, du coup, on a un budget important et on fait nous tout-mêmes. On a des poquelins, on a des engins, on a des camions, on fait l'entretien, on fait le ramassage des déchets, on fait la formation. C'est le seul cas qui existe au Maroc. Et le cas a été soulevé plusieurs fois par la Banque mondiale. C'est un cas qui peut être aujourd'hui dupliqué, mais il faudrait trouver l'astuce juridique sur les zones industrielles de cette époque, Berchit est parmi ces zones industrielles. Il faut les moyens. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de réhabilitation. Ces zones ont besoin, la plupart ont besoin de réhabilitation. Mais tout à l'heure, quelqu'un a dit, réhabiliter, d'accord, mais il faut entretenir. Entretenir par qui? Alors, si nous disons que ça va être entretenu par les communes, je crois qu'on sera un peu dupe et on va encore avoir les mêmes problèmes après. Je crois qu'il faudrait, aujourd'hui, on avait créé, nous, à l'époque, on avait travaillé avec l'UCID sur un projet de loi, à l'époque, pour dupliquer ce modèle, mais en fait aussi pour récupérer une partie de la taxe d'édilité. Alors, je rappelle, et pour expliquer aux gens, c'est que nous, à l'ASIT, nous payons la taxe d'édilité à la commune, mais en fait, c'est nous qui faisons tout le travail. Et quand nous avons voulu mettre en place la récupération, bien sûr, le secrétariat général du gouvernement à l'époque a dit non, on ne peut pas autoriser ça, les taxes ne peuvent pas être après restituées. Donc je crois qu'il faut faire l'effort pour réfléchir à cette organisation nouvelle
réfléchir à doter ces associations d'un statut légal qui leur permet d'exister, mais d'exister de façon forte, avec un budget, avec des moyens, mais aussi de trouver l'astuce avec le ministère de l'Industrie pour que cette restitution soit des moyens complémentaires pour faire l'entretien et que ces associations soient à l'image tout à l'heure des sociétés privées, Medzet, TMSA, etc., qui puissent faire le travail. Le cadre existe. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas deux Maroc. Un Maroc Medzet, TFZ, etc., et un Maroc des anciens quartiers industriels qui souffrent de tout. De manque d'infrastructures, manque de ceci, présence d'habitat, ce qui est incroyable. À Bernossi, mais c'est pas Bernossi, à Tanger, à la zone industrielle de Majd, elle est de plus en plus, je dirais, occupée par des habitats clandestins, et ce qui fait que dans une zone industrielle, on trouve l'industrie et des habitats, ce qui est incroyable. Et pourquoi on autorise ça? Eh bien, c'est une défaillance aussi des communes, des autorisations, des ceci, des cela. Il faut absolument que, pour qu'on puisse avoir... Et en plus, j'allais oublier, sur ces zones industrielles, on a parlé de valorisation. Moins de 50%. Pas sur notre zone, l'Azit, sur d'autres, il y a énormément de terrains disponibles. Et sur Tanger, par exemple, des industriels cherchent du terrain disponible. Il est là, mais il n'a pas été récupéré. Sur les anciennes, je suis désolé de le dire, sur le concept d'obligation de valorisation existait dans les cahiers de charges de 1972-13. Et il y avait un délai de 2 ans pour valoriser le terrain, sinon la commune devait récupérer le terrain. Ça n'a pas été fait. Dans aucune zone industrielle. Nous avons, lancé la démarche sur la zone de la ZIT. Il y a 7 terrains qu'on voulait récupérer, et Célia Yacoubi, qui était wali de Tanger jusqu'à il y a quelque peu de temps, a trouvé énormément de difficultés pour récupérer ces terrains. Des industries, il y a des dizaines de millions de dirhams disponibles pour investir sur la zone, des sociétés qui cherchaient à étendre leur activité sur la zone. Le terrain est là, on ne peut pas le récupérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de défaillances ou de lacunes juridiques pour pouvoir les récupérer. Donc, beaucoup de zones industrielles pourraient être mieux équipées. Je parle d'autres villes comme Larache, ou Qsal Kbir ou Tétouan, où les zones sont occupées à 20%, 30%. Pour des raisons multiples. Les raisons ne sont pas les mêmes. Je crois qu'il y a une réflexion, mon ami Wathika et au ministère, moi je demande réellement qu'il y ait une réelle réflexion et une réelle détermination pour trouver une issue, pour trouver la structure pour gérer, réhabiliter et réorienter ces zones des foires. Parce que l'activité industrielle de l'époque, qui a été imaginée à l'époque, ce n'est pas l'activité qui peut être développée dans une région, peut-être une activité commerciale, de maintenance ou autre. Il faut réfléchir comment valoriser ces terrains qui existent à Tétouan, qui existent à Qsal Kbir, qui existent à Larache et qui sont aujourd'hui pas valorisés. Donc voilà, la problématique est assez importante. Merci Serrais pour toutes ces explications, mais j'ai envie de vous poser une petite question. Vous parlez de 2 types de zones industrielles, les anciennes et les nouvelles. Et cette nouvelle zone industrielle ont des rayonnements au niveau international. Est-ce qu'à votre avis, en faisant le travail de la commune, en créant une association de, allez, entre guillemets, copropriétaires dans la zone, est-ce qu'on peut passer cette zone à l'ancienne vers une zone à rayonnement international? Est-ce qu'il ne faudra pas impliquer des spécialistes? Est-ce qu'il ne faudra pas que le secteur privé prenne la place? Sesmar était là ce matin, pouvait en parler. Est-ce que Medzet ne pouvait pas prendre la main sur certaines zones ou faire appel à des aménageurs, à des spécialistes de la réhabilitation de la zone industrielle? Il y a des gens qui sont spécialistes du développement, qui prennent un business, qui le développent. Ah ben, on prend une zone industrielle, on la développe. Et ça pourrait être l'affaire d'un homme ou une femme ou d'une structure. Il n'y a pas un modèle. Je crois que c'est difficile de généraliser, d'être
de dire un développeur peut régler. Je peux vous dire que l'association El Majd, vous, par exemple, la zone industrielle d'El Majd ou notre zone industrielle, ça aurait été difficile ou impossible pour un développeur de régler ces problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui sont urbains, des problèmes qui sont des problèmes d'habitat, des problèmes d'exploitation, d'environnement. C'est impossible. C'est créé. Aujourd'hui, dire que ces zones ne peuvent pas être à rayonnement international, je suis désolé. L'ASID est une association à rayonnement international. Sur cette zone, il y a des sociétés qui sont mondialement connues. Fromagerie Belle, Jacob Delafont, et qui n'iront nulle part parce que nous offrons un cadre idéal. Et nous ne sommes pas une société privée qui exploite. Nous gérons la zone pour nous-mêmes. C'est une forme de cogestion. D'accord. La cogestion pour l'industrie a des forces que la gestion, je dirais, déléguée n'a pas. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour nous-mêmes. Nous mutualisons nous-mêmes. Par exemple, nous avons développé dernièrement énormément d'achats. On a mutualisé les achats de combustible, des palettes. On a cherché des choses qu'on fait nous-mêmes. L'association a une capacité de co-gérer et de développer et de chercher des solutions des industriels. Donc on n'est pas seulement un vendeur de terrain et on va au-delà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un modèle, il y a des modèles. Ça peut être la solution pour Qsar el-Kbir où il y a peu de sociétés, mais les associations qui existent, mettons à Brchid, c'est difficile qu'un développeur vienne et mette. Je crois que les industries de Brchid connaissent mieux la zone, mais ils ont besoin d'un cadre juridique. Ils ont besoin d'un cadre juridique, ils ont besoin d'un plan de réhabilitation. Pas de 20%, mais qui réhabilite totalement la zone industrielle, qui va jusqu'au bout. Donc s'il a besoin de 100 millions, c'est 100 millions, ce n'est pas 20 millions et on verra 4-20 millions dans 10 ans. Non, un exemple. Réellement, réhabiliter, c'est une notion lourde. Réhabiliter, c'est faire transporter une zone d'un état à un autre. Et l'idée, c'est de comment faire transporter un quartier industriel vers un parc industriel. Et c'est une réflexion commune, on peut le faire. Heureusement que nous avons Watika au ministère qui connaît l'industrie depuis très longtemps et je crois qu'on peut arriver avec Watika à des solutions très rapides. Merci. Merci Serrais, on retient la bonne pratique à partager avec d'autres régions et d'autres zones éventuellement. L'idée de la copropriété est intéressante, mais le secteur privé a aussi son mot à dire pour développer ce qu'il y a à développer. Alors le secteur privé est là, j'ai envie juste de poser une question à Sinajib Ben Abdallah. Qu'est-ce que fait la BMCE ici Sinajib Ben Abdallah est DGA à la BMCE Bank of Africa. On sait que vous êtes DGA chargé de l'international et on vous interpelle dans un panel des zones industrielles sur la zone de Tanger. Je sais que vous gérez la cité Mohamed VI Tanger Tech. Quel lien? Peut-être un mot sur la BMCE Bank of Africa avant de vous interpeller sur les questions stratégiques de la cité Mohamed VI, Tanger Tech. C'est Ben Abdallah. Merci beaucoup Sitazi et merci beaucoup de l'invitation. Et je pense que j'ai été invité effectivement pour ces deux sujets. Le premier sujet, c'est la banque et le deuxième sujet, c'est la cité Mohamed VI, Tanger Tech. Alors, effectivement, on ne peut pas parler d'industrie, de zone industrielle sans parler de la banque parce que le banquier est l'ami intime de l'industriel. Il le connaît de manière très très profonde et la banque accompagne l'industriel sur toutes les étapes. D'abord, à commencer par le financement de l'outil industriel et ensuite au niveau du fonctionnement et troisièmement au niveau de la commercialisation et de l'exportation éventuellement dans un certain nombre de pays. Et la BMCE Bank particulièrement joue un rôle fondamental et profond dans ce domaine-là et depuis très longtemps. La BMCE connaît l'industrie parce qu'elle est elle-même partenaire d'un certain nombre d'unités. C'est le groupe BMCE est le premier actionnaire de TMSA, premier actionnaire privé de TMSA. Et donc, avec TMSA, nous avons fait énormément de choses. La BMCE Bank est présente tout aussi bien au Maroc
que dans un certain nombre de pays, puisque la banque possède 2 licences de banque européenne, une installée à Londres, l'autre en Espagne et une succursale en France. Nous sommes aussi présents dans une vingtaine de pays subsahariens et la banque a accompagné tout aussi bien les industriels au Maroc qu'au niveau des pays subsahariens et il y a énormément d'exemples. Pour citer les exemples internationaux, c'est l'accompagnement de l'OCP dans son installation dans un certain nombre de pays subsahariens. Nous avons financé donc, les entreprises créées par l'OCP dans un certain nombre de pays. Nous avons accompagné les groupes Douja Promotion, le groupe Alliance au niveau d'un certain nombre de pays subsahariens. Et donc, nous sommes le partenaire de l'industrie depuis toujours sur les aspects, comme j'ai dit, de financement simple, classique, comme le crédit, comme les financements sous forme de leasing, et bien entendu l'accompagnement au niveau du fonctionnement, au niveau, bien entendu, de la commercialisation des produits et services, au niveau de la facturage, etc. Et bien entendu, sur un autre volet qui est un petit peu plus délicat, quand l'entrepreneur industriel a des difficultés, nous sommes à ses côtés et nous essayons de trouver des solutions aussi pour le remettre à flot ou lui chercher des partenaires, les partenaires qu'il faut pour lui permettre de reprendre son activité. Et donc, les exemples fusent, que ce soit au Maroc ou à l'international. Donc, le partenaire idéal de l'industriel, c'est la banque au niveau de toute la vie de l'industriel. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est quelque chose que nous faisons avec plaisir. Et la BMC Bank of Africa, cette année particulièrement, donc 2019, est en train de se donner les moyens pour accompagner encore plus l'industriel, donc qui est le client, qui est au centre de notre stratégie, par une très grande augmentation de capital qui est en train d'être faite, donc à hauteur de 4 milliards de dirhams cette année, pour avoir plus de moyens pour accompagner justement les industriels dans leur développement. Donc ça, c'était le premier. Cette fois-ci, vous l'accompagnez depuis qu'il est fœtus, avant qu'il sorte en vie. Alors, vous l'accompagnez. Tangentech, c'est une histoire d'amour assez particulière. Avec des Chinois. Vous nous dites par la suite pourquoi? Alors, si vous le permettez, c'est d'abord avec le gouvernement marocain. Oui. Donc, cette histoire d'amour dans laquelle a participé Watiqa et nous avons travaillé d'arrache-pied sur ce dossier. La cité Mohamed VI Tangentech, c'est d'abord un projet du gouvernement marocain. Et c'est quelque chose de très important. Et dans le premier panel, on a parlé énormément de mise en œuvre, et je remercie tous les panélistes, notamment M. Smar, Jaafar Mghardi, etc., qui ont parlé de la mise en œuvre, choisir le bon partenaire qu'il faut, etc. Mais avant de choisir le partenaire, il faut définir la stratégie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et la stratégie nationale est le rôle de l'État. Et donc, lors de son voyage en Chine, Sa Majesté a ancré donc le Maroc dans une nouvelle stratégie de relations avec la Chine, suite à une stratégie importante du Maroc vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est une continuité de la stratégie nationale vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne parce qu'un des plus gros partenaires de l'Afrique, c'est la Chine. Quand vous regardez les échanges entre la Chine et les pays africains, tout le continent, ce sont des chiffres extrêmement importants et la stratégie du Maroc, c'est d'être un hub et de jouer un rôle fondamental et important dans le commerce international entre l'Afrique et le restant du monde, particulièrement la Chine, puisque la Chine pèse très très lourd au niveau des relations internationales donc, avec l'Afrique subsaharienne. Alors, dans ce cadre-là, le gouvernement marocain, étant donné donc, cette belle signature en Chine et cet ancrage, a poursuivi donc, la mise en œuvre de cette stratégie et fin 2017, le Maroc a signé l'entrée du Maroc dans le programme de la route de la soie, One Belt, One Road. Et ce programme est un programme stratégique extrêmement important de la République populaire de Chine qui permet de mobiliser plusieurs milliards de dollars, plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars d'investissement
pour accompagner les entreprises chinoises qui vont s'implanter donc, dans les pays qui sont signataires de ce programme de la route de la soie. Et donc, dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement marocain a décidé de créer un projet novateur. Il est novateur sur tous les aspects. D'abord, c'est la première fois qu'on parle de cité industrielle. Donc on ne parle ni de zone industrielle, ni de parc industriel, mais on parle de cité industrielle. Alors c'est quoi une cité industrielle? Aujourd'hui, ce sont des concepts qu'on voit un petit peu partout dans le monde, notamment en Chine. Et donc, c'est un projet qui est pensé dès le départ, urbanisé, pour permettre de mettre en place à la fois l'industrie et à la fois les gens qui travaillent dans l'industrie et permettre à ces gens de vivre dans le cadre d'une smart cité. Alors, smart cité, si vous permettez, j'ai une définition qui m'est un petit peu personnelle. Chacun a sa propre définition, mais il y a une définition qui est chère à mon cœur. Une smart cité, c'est une ville qui améliore le bien-être de ses citoyens. Donc, ce n'est pas forcément une ville technologique ou une ville ce que vous voulez, mais elle cherche d'abord le bien-être de ses citoyens. Alors, c'est quoi le bien-être de ses citoyens? C'est leur permettre d'habiter dans un habitat agréable, confortable, de scolariser leurs enfants dans des écoles qui ont un bon niveau, qui soient juste à proximité de leur domicile. C'est d'accéder à tous les services de l'administration et de pouvoir trouver juste à côté le transport, les loisirs et tout ce qu'il faut. Donc, c'est améliorer réellement le bien-être. Alors, le concept donc, de cité Mohamed VI Tanger Tech, c'est un petit peu ça. C'est créer le parc industriel et la cité résidentielle qui permettrait, dans un cadre de bien-être total de ses citoyens, de trouver le travail juste à côté, de trouver donc tous les services juste à côté, et tout cela dans un cadre urbanisé et pensé dès le départ. Alors, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Mes collègues, amis intervenants ont parlé de pas mal de choses. Ils ont parlé des vieilles zones industrielles, etc. Et donc, ces vieilles industrielles, c'est un petit peu comme un millefeuille. Elles sont venues les unes après les autres, etc. Et les industries se sont développées. Après, ils ont eu des problèmes d'extension et les résidences sont venues s'implanter juste à côté. Et on se retrouve dans quelque chose qui n'est plus harmonieux. Et aujourd'hui, nous essayons de répondre justement à ce genre de problématique, donc d'urbaniser une vraie cité industrielle où tout serait harmonieux et tout se ferait donc de manière vraiment la plus adéquate possible. Alors, le gouvernement marocain, dans le cadre de cette stratégie, a innové aussi en essayant d'innover dans les partenariats. Jusqu'à aujourd'hui, les gros projets de zones industrielles ou de parcs industriels ont été faits essentiellement par l'État. Je dirais dans la grande majorité. Il y a des parcs privés, mais tout petits, mais dans la majorité, ce sont des parcs qui ont été faits par l'État. Aujourd'hui, la nouvelle stratégie, c'est de tester un nouveau modèle qui puisse éventuellement donner des petits dans le futur et ancrer le Maroc dans un nouveau modèle de développement. Et donc qui permettrait aux privés de participer et de développer justement ces cités industrielles. Et la BMCE a été choisie pour avoir le leadership et pour pouvoir développer donc ce projet de cité Mohamed VI Tanger Tech. C'est un projet donc gouvernemental qui est suivi en haut lieu et il y a un comité de pilotage qui en assure donc le suivi, qui est composé de plusieurs ministres d'État et il est composé de grands comités de l'État et il suit le développement donc, de ce projet de A jusqu'à Z. Alors pourquoi la BMCE a été choisie? Et ça, c'est une question importante parce que c'est un projet qui est voulu sino-marocain. Et aujourd'hui, il se trouve que la BMCE Bank est la seule et unique banque marocaine à avoir ouvert une banque à 100% chinoise, qui est basée à Shanghai, qui a démarré ses activités le 1er janvier de cette année, après bien entendu un processus avec les autorités chinoises qui n'était pas facile, mais qui a duré aussi une année. Et donc aujourd'hui, c'est une banque qui est opérationnelle, qui est basée à Shanghai, qui connaît les investisseurs chinois. Et donc, la BMCE Bank est la banque la mieux placée pour pouvoir attirer les partenaires et les investisseurs chinois qui viendraient justement peupler
ce parc industriel et nous aider à développer donc, la cité Mohamed VI Tangetec. La BMCE est aussi signataire de plusieurs accords internationaux, notamment avec China Development Bank et avec ICBC pour pouvoir financer, si c'est nécessaire, les investissements et le fonctionnement des industriels qui s'implanteraient donc, à la cité Mohamed VI Tangetec en RMB, qui est la devise chinoise. Ça, c'est quelque chose de très important. Et grâce à ces partenariats bancaires, la BMCE a accès aux fonds de la route de la soie, donc One Belt One Road, qui ont été mis en place par la République populaire de Chine pour pouvoir accompagner les investisseurs chinois qui investissent dans les pays qui font partie donc, de la route de la soie. Donc, de ce fait, la BMCE Bank est très bien placée. Et d'un autre côté, la BMCE Bank est bien placée parce que c'est la seule banque marocaine qui est très bien représentée dans les pays d'Afrique subsaharienne, puisque nous sommes présents à la fois dans l'Afrique de l'Ouest, donc Afrique francophone, l'Afrique de l'Est, donc anglophone, et l'Afrique australe au niveau de Madagascar. Et donc dans tous ces pays, nous jouons le rôle de banque retail, c'est-à-dire nous offrons la totalité des produits et services bancaires. Et donc dans chaque pays, comme dirait notre président, en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens et au Kenya, nous sommes kenyans. Et c'est très important. Et donc nous sommes capables d'accompagner ces investisseurs, qu'ils soient marocains ou chinois, au niveau de tous ces pays subsahariens pour leur permettre d'avoir des débouchés et pour leur permettre de commercer, puisque nous garantissons les flux bancaires, donc de commerce international, et nous pouvons même faire de la facturage, nous pouvons même faire un certain nombre de choses. Donc tous ces éléments-là, la BMCE Bank les a en main. Et pour terminer, je souhaiterais donc évoquer l'aspect accompagnement sur l'aspect immobilier, qui est un aspect fondamental au niveau des zones industrielles, des parcs et des cités. La BMCE possède une banque d'activité de marché qui s'appelle BMCE Capital, qui est très dynamique dans tout ce qui est fonds de placement. Et donc, notamment, ce qui vient d'être lancé, ce qui vient d'être agréé par l'État marocain, les OPCI, qui sont des fonds capables d'investir dans le terrain, d'investir dans les usines et louer à l'industriel pour qu'il puisse se concentrer sur son métier d'industriel et se débarrasser de la problématique capitalistique de l'immobilier et de financement de l'immobilier. Merci. Très bien. Merci Sibna Abdallah. C'est tout clair. Bon, finalement, on est arrivé à comprendre pourquoi le banquier est là. Donc c'est pour nous donner des sous pour booster l'industrie. Et je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de comprendre la cité Mohamed VI Tangetec. Quelle est la relation avec la BMCE et la Banque de Shanghai? On reviendra vers vous tout à l'heure avec d'autres questions plus approfondies. Alors à mes côtés, un expert international en zone industrielle avec une couleur juridique. C'est très particulier. Luc Solier-Bressé a eu l'occasion de travailler sur Partnership Country Programme, le PCP, et un diagnostic a été fait dans ce sens. C'est intéressant de vous écouter par rapport à ce diagnostic qui a été fait et ce programme de PCP par rapport aux zones industrielles. Merci beaucoup de me donner la parole. Ce que je voudrais souligner, c'est que le thème de cette table ronde est tout à fait respecté à travers les interventions que l'on vient d'entendre, à savoir les partenaires privés, publics, les interactions qui peuvent avoir lieu. On a de véritables illustrations, en commençant par l'État, par le ministère, qui joue véritablement son rôle d'accompagnateur et de facilitateur. Les autres partenaires, les associations d'industriels ou d'entrepreneurs et les financiers, le milieu financier, qui là aussi a un rôle que je viens de découvrir, pour ma part, avec grand plaisir, d'accompagnateur, de stimulateur. On a trop souvent, malheureusement, tendance à critiquer le système bancaire pour sa capacité à freiner, peut-être avoir des conditions d'accès qui sont difficiles. Et là, on vient de découvrir qu'il va au-devant des entrepreneurs, des industriels, des investisseurs, et il leur apporte, en fait, quelque part, il déroule le tapis rouge en les aidant, et on a tout lieu d'imaginer que c'est bien concret sur le terrain. Donc, vous parliez d'expertise internationale. Bon, effectivement, nous avons au Maroc tout un système d'appuis internationaux
qui est en train de se développer. Nous avons ici toutes les représentations des coopérations bilatérales, des organismes financiers internationaux. Je souligne la présence, il y en a d'autres aussi, mais de Millennium Challenge Corporation au Maroc, MCA, qui a développé notamment le FONSI, dont on parlera cet après-midi. On en a un peu parlé ce matin. Et chacun agit à sa manière. L'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui est une des agences du système des Nations Unies, comme son nom l'indique, travaille sur le développement industriel. Et pour travailler sur le développement industriel, l'ONUDI a développé tout un savoir, toute une expertise et des expériences sur le globe terrestre en matière de zones industrielles. Il ne s'agit pas d'identifier des bonnes pratiques que l'on va plaquer à ce que l'on va déceler au Maroc. Il s'agit d'identifier, lorsqu'on identifie des problèmes au Maroc, on est capable à l'ONUDI, avec tous les partenaires, d'identifier comment ces problématiques ont été traitées et appréhendées dans d'autres pays, et ensuite comment adapter ces solutions aux problématiques marocaines. Il ne s'agit pas d'avoir des solutions toutes prêtes et toutes faites que l'on va plaquer. On travaille véritablement, comme le disait ce matin le représentant du ministère aussi, on va travailler en bottom-up, on va travailler en fonction des constats que l'on va faire sur place, hein, et on va s'adapter. Malheureusement, c'est pas évident à faire, et notamment lorsqu'on a travaillé sur la préparation du PCP, le Partnership Country Program, qui est un programme signé le 26 mars dernier par Monsieur le ministre de l'Industrie et par le directeur général de l'ONUDI. Ce programme est un programme quinquennal qui a été mis au point suite à une démarche diagnostique. Alors le diagnostic a permis de mettre en évidence certains points qui vont impliquer d'autres diagnostics plus détaillés, en particulier sur les fameuses 110 zones industrielles que le ministère de l'Industrie a identifiées. Il y en a certainement d'autres d'ailleurs, des zones plus informelles. Et dans ces 110 zones, on a particulièrement toutes les zones anciennes qui sont confrontées à cette problématique du foncier. On en a parlé, on en reparlera probablement cet après-midi, mais c'est le problème essentiel. Comment régler le problème de la valorisation? C'est pas tellement le problème du foncier, c'est la valorisation du foncier, puisqu'on a dit que 80% du foncier avait été commercialisé, mais qu'autour de 50% seulement ont été valorisés réellement. Il reste à valoriser le reste. Et je crois que ça représente, j'avais entendu parler de 5000 hectares, je ne sais pas si Mme El Khalfi le confirme. Malheureusement, comme Mme El Khalfi nous dit, c'est 5000 hectares qui ne sont pas valorisés. Donc on est un petit peu confronté à la quadrature du cercle, parce qu'on est obligé d'imaginer d'avoir un rôle un peu entre guillemets policier, à savoir regarder où il y a de la mauvaise foi dans la non-valorisation par ceux qui ont acquis les terrains, qui voulaient spéculer. Parfois c'est simplement dû à des circonstances, un projet qui ne voit pas le jour pour des raisons extérieures. Mais comment faire la part des choses et comment trouver des solutions à cette valorisation? Ça va être un des importants travaux. Nous avons identifié 4 actions à mener dans le cadre du programme de partenariat avec le Maroc et l'ONUDI et les autres partenaires comme MCC, MCA, GIZ et d'autres. Le plus gros chantier est celui de la valorisation. Ça a été d'ailleurs un des premiers mots que j'ai entendus lorsque je suis arrivé au mois de septembre dernier en réunion avec le ministère. Donc il va falloir travailler sur ces 110 zones. Vous imaginez travailler sur 110 zones, il va probablement falloir qu'on échantillonne un peu quelques zones phares, mais il s'agit bien entendu pas des zones qu'on est en train de développer aujourd'hui, les fameuses zones, vous disiez, à vocation ou à rayonnement international. Là, les problèmes sont déjà réglés, il faut surtout éviter de tomber plus tard. On parlait de maintenance, on entendait parler MedZ et la Chambre française commerce et d'industrie, de continuer à accompagner les acteurs sur les zones et d'être un animateur, un développeur, pas seulement un aménageur, c'est-à-dire de faire l'accompagnement continu. Et là, si on n'y prend pas garde, il est possible aussi que sur certaines de ces zones qui viennent de se créer ou qui sont en train de se créer, on puisse tomber dans face à certains écueils que rencontrent les 110 zones que j'évoquais tout à l'heure. Donc il s'agit de mettre en place une méthodologie qui sera adaptée à la typologie des zones. Il est très clair qu'une zone comme Canitra ou les zones de Tanger, etc., sont des zones qui ont déjà de la structuration des aménageurs, mais on l'a évoqué aussi tout à l'heure, on connaît 2 aménageurs essentiels, MedZ et la Chambre française de commerce et d'industrie. On a aussi, on en parlait tout à l'heure, les associations d'industriels qui se structurent progressivement. Pourquoi? Parce qu'ils en rencontrent le besoin.
Ils n'ont pas de pilote. Ils ont besoin de mettre en place un pilotage de leur propre zone. Mais on a aussi des zones qui se sont créées de manière spontanée, historiquement. On pourrait presque dire des zones informelles, avec des entreprises informelles. On a une double couche de manque de formalité ou de formalisme. Donc il s'agit là pas forcément même de réhabiliter, mais d'habiliter tout court. Même pas forcément de restructurer, mais de structurer des démarches qui ne l'ont jamais été. Donc c'est tout un travail de fond qu'il faut aborder de manière systémique. Et nous avons, vous l'avez vu sur cette table ronde et celle de ce matin, je parle des 2 tables rondes de ce matin, et vous verrez cet après-midi, nous avons toute la boîte à outils. Nous avons tous les outils. Il suffit de savoir les prendre au bon moment et de savoir les mettre en œuvre ensemble. Et j'insiste sur un élément qui est la cohérence des acteurs et la cohésion des acteurs. La cohérence, il s'agit d'avoir les bons outils pour traiter les bons problèmes, mais aussi de les faire agir ensemble et de manière coordonnée, c'est-à-dire de manière, en cohésion. Il ne suffit pas seulement d'être cohérent, il faut aussi être en cohésion. Donc là, c'est quelque chose de très important. Il faut un pilote. Alors, le développeur, le métier de développeur ou d'aménageur est un métier crucial. On a évoqué cette nécessité de mettre en place, entre guillemets, une réglementation qui va permettre de mieux rendre visible ce métier, de mieux peut-être le structurer, de mieux l'accompagner et de mieux le financer aussi. Ça peut être par des fonds publics, ça peut être aussi par les fonds des entreprises à travers des cotisations, ça peut être aussi à travers un appui international, dans la mesure où c'est un enjeu majeur. Les structures de financement international, on le voit par exemple avec le fonds ZID qui représente aujourd'hui 30 millions de dollars, on a là des fonds qui ont des origines américaines qui vont permettre d'avoir une démarche un petit peu plus structurée sur le plan du développement durable. Mais on peut le faire dans d'autres domaines, y compris l'aménagement et le développement et la gestion des zones, puisque c'est une fonction cruciale. Et pourquoi n'avoir que 2 développeurs ? On pourrait en avoir d'autres, parce que l'union fait la force et plus de développeurs engendrera une dynamique plus importante, et chacun pouvant se répartir différentes spécialités, par exemple. Voilà. Donc je pourrais répondre ensuite à d'autres questions ou intervenir sur d'autres sujets. Vous permettez ? Merci beaucoup. Bon, je vois le ministère parfaitement interpellé. On parle de 110 zones industrielles, de 5000 hectares à réhabiliter. Je voudrais vous interpeller à valoriser, les 5000 hectares à valoriser. Alors je voudrais revenir encore une fois sur le rôle de l'État. Et vous avez plusieurs casquettes. Alors l'État, acteur, organisateur, facilitateur, planificateur, accompagnateur. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, madame, hein ? Et vous, sachant que vous avez un ancien député de votre côté. Monsieur le Président est un ancien député, donc il peut aussi dire son mot. Et dans la salle, Sismar nous a rejoints, sachant que Luc a fait un appel à concurrence pour Medz. On vous donnera la parole tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Ou vous êtes capable de tout prendre en charge sans concurrence, hein ? Madame. Le rôle de l'État, comme dans la lancée de ce que je disais tout à l'heure, et j'ai été plutôt... beaucoup de questions ont interpellé le ministère de l'Industrie, qui fait partie de l'État, dans l'intervention de mes amis panélistes avec moi. Donc, le rôle de l'État, j'ai dit servir l'investisseur. Et l'un des outils pour servir l'industriel, c'est mettre à disposition de cet industriel le foncier industriel. Le foncier industriel aménagé, bien évidemment. Donc, encore une fois, comme je le dis à mes collègues à la direction, nous sommes une direction support. Nous produisons un support pour l'investisseur final, qui est le foncier. Sachant bien évidemment que le foncier, ce n'est pas uniquement que dans l'activité industrielle, il est nodal dans n'importe quel projet économique personnel même. Donc, il y a je dirais que sur une chaîne de valeur, je placerai le curseur dépendamment du fait, est-ce que je suis dans une zone existante, est-ce que je suis dans une nouvelle zone, dans du greenfield.
les zones existantes ont fait l'objet de beaucoup d'interventions. J'ai noté beaucoup d'interpellations de la part de mon ami Adil Raïs, sachant que j'ai noté avant la best practice qui a été développée au niveau de l'ASIT et que le ministère a accompagné, a observé, a continué à apprécier. Et je vais vous dire plus, nous nous en inspirons dans notre projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec MCA Morocco, qui est le projet de loi. Et c'est là où j'arrive à quelque chose à laquelle on devait arriver il y a longtemps, peut-être, mais encore une fois, c'est un chemin de maturité. Moi, j'y crois énormément. C'est le retour d'expérience qui fait qu'à un certain moment, ça s'impose et on doit y arriver. Nous sommes dans une grande émergence industrielle, dans un grand développement industriel. L'investisseur a besoin du foncier. Tout à l'heure, c'est le chiffre de 5000 hectares, c'est un chiffre officiel. Nous avons communiqué les données à la Cour des comptes, mais il fait partie d'un rapport officiel qui est le rapport de la Cour des comptes. Donc, fortement interpellant. Il se trouve que ces 5000 hectares, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine de l'acteur économique qui est acteur au Maroc, qu'il s'agisse d'un IDE ou du capital marocain. Mais in fine, comme ça a été expliqué tout à l'heure par mon collègue Sisdeki, c'est une entreprise marocaine. Maintenant, ce patrimoine-là, quand bien même c'est de la propriété privée, et la Constitution sacralise la propriété privée. Ça, on est d'accord. Mais cette transaction, quand elle a été faite le premier jour, quand ce propriétaire a acquis un terrain sur une zone industrielle, il l'a acquis pour réaliser une unité industrielle. Donc, si on revient au basique, quand bien même je n'ai pas de contrat avec une clause résolutoire, je n'ai pas d'autres éléments, j'ai cet élément fondamental, parce que je reviens aux fondamentaux, aux basiques. Donc, c'est pour vous dire que dans ce travail, cet exercice, il est très riche, avec énormément d'itérations que nous sommes en train de mener avec MCA Morocco sur ce projet de loi. Pourquoi nous sommes convaincus que ce projet de loi va résoudre beaucoup de choses? Parce que nous sommes forts du projet de loi sur les zones franches, la loi 1994. La mise en place de la loi 1994 a donné lieu à des zones magnifiquement aménagées, magnifiquement gérées, valorisées, pas de souci. Donc, c'est dire qu'on va essayer de s'inspirer encore une fois de cette loi-là, en dehors de l'aspect fiscalité, parce que la loi 1994, elle développe des zones selon la politique de l'État dans des zones délimitées géographiquement, mais la loi dont je parle maintenant, elle adresse les zones industrielles là où il existe au niveau du royaume. Vous allez me dire, est-ce qu'elle adresse les anciennes et les nouvelles? Oui, elle adresse les anciennes et les nouvelles. Donc, on va utiliser tous les supports juridiques qui sont en notre portée, qui sont légaux, pour qu'on puisse arriver à valoriser les 5000 hectares. Tout à l'heure, dans le premier panel d'ouverture, et ce panel-là, mon ami Adil a dit un conservateur courageux. Et tout à l'heure, ça a été dit, exceptionnellement un conservateur. L'autre jour, j'étais justement en réunion, pas plus tard qu'il y a 2 jours, en réunion à la conservation foncière, l'agence générale. Et effectivement, ce que font certains conservateurs, c'est du courage de leur part, parce que l'arsenal juridique de la conservation foncière ne leur permet pas. C'est très limite. Maintenant, on va utiliser dans cette loi-là, on va consacrer tout le manque que nous avons aujourd'hui, parce que le retour d'expérience, il est là. S'il faut qu'on exproprie, on va exproprier. Je vais le dire très clairement. S'il faut exproprier, on va exproprier. Parce que, encore une fois, c'est du patrimoine national qui doit être au service de l'industrie. Nous avons le devoir, en tant qu'État, de planifier. Nous travaillons sur un schéma directeur des zones industrielles.
Nous ne travaillons pas seuls, bien évidemment. Nous ne travaillons pas seuls à Rabat. Il y a 12 régions au Royaume. Et nous allons le faire avec ces 12 partenaires et voir les autres démembrements, bien évidemment, des élus au niveau de la région et des autorités locales. Et bien évidemment, avec les institutions qui sont les chambres de commerce, d'industrie et de services, qui sont un partenaire, je dirais, privilégié, parce que nous avons une relation, je dirais, intime entre le ministère et les chambres de commerce. Et juste pour vous dire, Monsieur le ministre Moulay Hafid Al-Alami a donné ses instructions pour faire des chambres de commerce, d'industrie et de services le premier partenaire du ministère de l'Industrie pour les zones industrielles, dans un premier temps, globalement pour la gestion. Mais a priori, pour Casablanca, elle aura une autre primauté. Mais l'instruction est donnée pour la gestion. La gestion, pourquoi? C'est la gestion. Tout ce que nous allons mettre en place dorénavant, nous ne pouvons absolument pas réaliser une zone. Quand je dis réaliser, ce n'est pas le ministère qui réalise. Nous facilitons, nous accompagnons, mais il est hors de question qu'une zone soit réalisée sans que le maillon gestion soit là. Nous ne pouvons pas reproduire les modèles de zones livrées à elles-mêmes. Et juste un dernier chapitre qui n'est pas des moindres, c'est la collaboration que nous avons avec le Millennium Challenge Account. Nous avons le deuxième compact qui a été signé en 2015 entre le Maroc et l'État américain. Et ce compact 2, comme je le dis toujours, très simplement, il a deux piliers, il marche sur deux pieds, l'employabilité et la formation, et puis le foncier. Et dans le foncier, une grande partie foncier industriel et une petite partie foncier rural. Dans la partie foncier industriel, tout à l'heure, il y a M. Zraq qui avait posé la question par rapport au FONSID. C'est un périmètre de l'activité foncière industrielle. Deuxième périmètre, c'est le business model que nous pouvons avoir, sachant que nous avons bien évidemment des business models qui sont là très réussis. Je n'ai pas arrêté de le dire, mais bien évidemment, c'est toujours enrichissant de travailler sur un business model qui serait peut-être la consécration de ceux qui existent, comme chez nos trois aménageurs, comme il peut être incrémenté par de nouvelles expériences. Et là, le grand challenge, c'est recruter un investisseur privé. C'est amener un investisseur privé à investir dans une zone de 60 hectares, par exemple. Parce que jusqu'à présent, les quelques investisseurs privés investissent dans quelque chose comme 10 hectares, 15 hectares au maximum, et ils sont très limités. C'est ce business model. Le troisième, c'est l'assistance technique, et c'est là où nous travaillons sur la loi. Par rapport au FONSID, si vous pouvez me rappeler votre question, juste parce que je suis dans le FONSID. Ah, d'accord. Donc, apparemment, j'ai déjà répondu. Le FONSID, nous sommes pleins dedans. Nous travaillons au quotidien. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous savez que le FONSID a été lancé le 1er mars 2019. La candidature a pris fin le 1er juillet 2019. Donc, nous avons des 305 candidats. C'est dire, juste, pourquoi je vous donne ce chiffre? C'est pour vous dire la taille des personnes, soit morales, soit physiques, qui ont pris connaissance du FONSID et qui ont pris l'initiative de s'inscrire dans le FONSID. Puis, 133 formulaires d'éligibilité, c'est l'éligibilité au système, ce n'est pas l'éligibilité du finish. Puis après, 111 candidats éligibles après l'examen et, in fine, 58 candidats dont les dossiers seront examinés par un panel mixte ministère de l'Industrie, MCA, MCC. Donc les résultats seront là vers septembre, octobre pour le FONSID. Par rapport au FONSID toujours, le Compact 2 prévoit une clause de rendez-vous. Une clause de rendez-vous
où on va s'interroger entre État marocain et MCC, les Américains, pour voir quel devenir de l'agence MCA, quel devenir de tous ces outils-là. Et le FONSID, nous comptons beaucoup sur la pérennité de cet outil-là. C'est très important pour tout ce que nous sommes en train sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Le financement, par exemple, de la revitalisation. Il y a des projets qui sont dans ces 58. J'ai rencontré une association que je nommerai pas ici, dont le dossier, c'est un dossier purement gouvernance. Donc, il y a de tout dans ces dossiers-là. Et notre atout en tant qu'État marocain, c'est perdurer cet outil-là. Merci. Donc, bon vent pour l'outil et bon courage pour l'État marocain. Je reviens à Casablanca et j'ai envie de poser une question chapeau, encore une fois. Monsieur le Président, c'est Adil. Un modèle de développement des zones industrielles de Casablanca. On parle du secteur informel tout à l'heure, vous l'avez bien expliqué. Et on a bien compris qu'il faudra absolument le passer le formel parce que tout le monde sera gagnant. Les zones existantes, et dans les zones existantes, on a Insba, on a le Bornosé, on a les deux grandes. C'est Insba, qu'est-ce qu'elle génère comme business pour le pays. Mais à côté, nous avons les deux zones nouvelles qui se créent. Ahl Ghlam avec les 10 hectares et l'agropole de Stade avec les 60 hectares. On parle de la région. Voilà. C'est bon. Pour parler des zones existantes, il faut parler de l'état des lieux de ces zones. C'est-à-dire, la question, est-ce qu'on va rester dans un système de compétition ou là, on va passer à la synergie interzone? Écoutez, je vais revenir au diagnostic des zones existantes. Il y a vraiment une vraie contradiction dans les résultats, par exemple, de la Cour des comptes que vous avez cité. C'est que d'un côté, on dit qu'il y a une insuffisance en termes de foncier industriel, et on trouve une autre observation qui dit qu'on n'a pas pu consommer l'existant. Et de là, on va revenir à qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est qu'on a créé des zones industrielles qui est restées livrées à elles-mêmes, comme dit toujours Madame Montier. Donc, ils étaient livrés à elles-mêmes. Nous avons essayé, autant que Chambre de commerce, en partenariat avec le ministère, de faire quelques expériences de réhabilitation de zones. La réhabilitation de ces zones ne peut réussir qu'à travers une implication des intervenants, des opérateurs de la zone elle-même. Donc, si on est devant une zone où les industriels qui opèrent dans cette zone n'ont pas envie de se réunir autour d'une association, n'ont pas la volonté de travailler à la réhabilitation de la zone, et ça ne sert à rien d'injecter des fonds dans une zone où il va encore rester à elle-même, il n'y aura pas d'entretien, il n'y aura pas de... Donc, ce qu'on voit en tant qu'institution, c'est qu'il y avait un vide institutionnel. Il y avait un vide des institutions chargées de ce type d'activité, notamment les chambres de commerce, industrie et services à travers le Maroc. Aujourd'hui, les choses ont changé. Madame Montier l'a dit, le ministre est décidé. Il y a une vraie réforme des chambres de commerce. Et parmi les axes principaux de cette réforme, c'est l'implication des chambres de commerce dans la gestion des zones industrielles et la création même de nouvelles zones industrielles. Donc, ce qu'on propose pour les zones actuelles, où il n'y a pas de pilote, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association professionnelle qui va gérer ça, la chambre de commerce se substitue avec tous les intervenants de la région pour piloter et pour gérer cette transformation, réhabilitation, en attendant que la zone soit apte à gérer elle-même cette zone. Donc, la chambre de commerce elle a ce rôle, elle doit le remplir pour remplacer le vide institutionnel qui nous a laissé aujourd'hui beaucoup de terrains libres non exploités dans la région de Casablanca. Je vous en prie. Oui, je souhaitais rebondir sur les deux dernières interventions parce que finalement on parle toujours de ce qui se fait
à l'étranger, des réussites, des success stories à l'étranger, mais vous en avez ici, des success stories. Parfois, on se dit même, pourquoi aller chercher à l'étranger des solutions qu'on a déjà trouvées ici et avec une grande réussite. J'ai été épaté lorsque je suis venu en septembre pour la partie finale du diagnostic, lorsque j'ai rencontré les représentants de Medz et de la Chambre française de commerce et d'industrie, qui sont donc des développeurs, des animateurs. On m'a expliqué des actions qui sont menées, une démarche structurée qui était épatante, avec des solutions supérieures dans certains cas à ce que l'on peut trouver à l'étranger. Donc pourquoi pense-t-on que l'herbe est toujours plus verte à l'extérieur quand on parle de benchmarking, alors qu'on a les solutions, on les a mises en œuvre au Maroc. Déjà, elles existent. On a des gens qui ont analysé les problèmes, qui les ont étudiés. Ces solutions ont même été mises en œuvre. Pourquoi ne peut-on pas, ou pourquoi jusqu'ici ne les a-t-on pas étendues? Et je suis très heureux d'entendre ce que disait Madame El Khalfi tout à l'heure, dans le fait qu'on implique la CFCI dans la gestion des zones industrielles, enfin la décision de Monsieur le Ministre. On a au moins 2, je crois qu'il y en a encore un ou deux sur Tanger, mais au moins 2 développeurs qui maîtrisent totalement et parfaitement leur métier. Lorsqu'on entend parler de mise en place réussie de crèches, d'interaction entre le territoire, c'est-à-dire l'aspect social de l'environnement, de la zone industrielle, aspect culturel, tout ça on en parle. On parle aussi du développement de la technologie, de l'innovation. On s'oriente de plus en plus vers ce que d'autres pays, là j'ai eu l'occasion d'aller travailler en Azerbaïdjan dans le cadre de la nouvelle route de la soie notamment que développe la Chine. Alors là on va vous faire visiter une zone à côté de Bakou qui est merveilleuse. C'est un exemple extraordinaire de zone, c'est un paradis de zone industrielle, mais ce n'est qu'une apparence. Pourquoi ? Parce que c'est l'État qui est propriétaire du terrain, c'est l'État qui est propriétaire de l'entreprise nationale donc, qui occupe la zone et qui a créé des filiales publiques aussi. Donc tout ça est un semblant de zone industrielle, mais en fait c'est l'État qui a mis ça en place. Totalement. Il a même pas donné les terrains puisqu'il les a gardés pour lui-même, pour l'entreprise dont il est propriétaire. Vous avez un système d'autocars qui circule dans toute la zone avec une desserte de la ville. Vous avez tout un système de mise en place de démarches de recherche et développement, de financement des chercheurs par l'État auprès des entreprises. Il y a un incubateur qui est un exemple international en matière d'incubation tel qu'il a été, il n'est pas encore mis en place, mais tel qu'il avait été imaginé et conçu sur le papier. Mais tout ça, ce n'est que de l'argent de l'État. Donc, on ne peut pas imaginer que ça soit ça ici au Maroc. Ça peut être considéré comme un exemple, mais il n'est pas très accessible. Et est-ce qu'il faut systématiquement répliquer ce genre d'exemple d'interventionnisme de l'État dans l'économie, dans le développement de zones industrielles ? Au départ, c'est intéressant, mais après, il faut savoir adapter cette démarche. Il faut trouver les partenaires. Donc là, on a des développeurs qui sont privés ou semi-publics. Ils maîtrisent le métier, aidons-les à développer ce métier et ce savoir-faire, ces bonnes pratiques marocaines, aidons-les à les diffuser dans les autres zones du Maroc. Il faut structurer cette démarche. Alors le problème, il a été évoqué ce matin par M. Semar, je crois, de Medz, c'est comment financer cela. Parce que c'est très facile à dire. On va faire ci, on va faire ça, on va aider à mettre en place des... Mais j'admire ce que dit Monsieur le Président, mais est-ce qu'on lui a donné les moyens de le faire ? Et comment va-t-il les trouver ? Ça, c'est une question qui peut être intéressante. Et est-ce que c'est toujours à l'État de financer ça ? C'est la question. Alors, il y a des solutions. Là, on parle de benchmarking. Il y a des solutions qui ont été trouvées à l'étranger. Je cite l'exemple d'une petite république, qui est la République de Maurice, où j'ai eu l'occasion d'intervenir. Je travaille avec le ministère des Finances sur la mise en place d'une technopole nationale. Bon. C'est un petit peu la même démarche, hein. C'est des zones industrielles, mais avec des dynamiques un peu plus accomplies en matière de recherche-développement, de partenariat avec le milieu de la recherche, l'enseignement supérieur et l'industrie. La représentante du ministère des Finances me dit « On a mis en place une taxe, un impôt, sur la Corporate Social Responsibility, la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. » Ça, c'est un sujet dont on entend parler de plus en plus dans le monde entier. Et je crois que le Maroc est en train de mettre en place une approche. Je ne sais pas à quel degré de maturité elle est arrivée. Je n'ai pas eu l'occasion, et je le regrette, d'analyser cela. Mais il y a une voie. Et en République de Maurice, on m'a dit, on a mis en place cette taxe. Ça va sur des comptes en banque qu'on a, nous, au ministère, mais on ne sait pas quoi faire du fruit de cette taxe. Alors les entreprises donnent 0,1% de leur chiffre d'affaires. Elles le font très volontiers parce que c'est la responsabilité sociale et sociétale, mais on ne sait pas quoi faire de cet argent.
Alors imaginons que par exemple il y ait le même dispositif au Maroc sur la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, que toutes les entreprises soient amenées à contribuer à ce genre dans ce cadre-là, on pourrait imaginer un fléchage de ce revenu fiscal vers justement l'amélioration de la gestion, le développement des zones et puis tout ce qui est l'amélioration de l'attractivité, y compris aussi, on en a parlé ce matin, la mise en place d'une approche liée à l'innovation. Aujourd'hui, quand je travaillais justement en Azerbaïdjan, on avait fait un forum de ce type-là sur les zones industrielles. On a parlé 2 jours. De quoi avons-nous parlé pendant 2 jours avec tous les témoins nationaux? De technopoles ou de technoparcs, alors qu'on était venu parler de zones industrielles. On peut imaginer qu'il faut tendre vers cette dynamique-là. Et je reviens sur ce que disait monsieur de la BMC tout à l'heure. Il parlait de cité industrielle. Et si on parle de technopole, par exemple, il est un pays en France où ça a été très développé. On parlait au début de technopole avec un accent circonflexe, c'est-à-dire un pôle technologique ou un parc technologique, comme on disait, une zone ou un parc industriel. Et monsieur disait, on va vers une cité industrielle. Eh bien aujourd'hui, en France, les technopoles, on n'a plus l'accent circonflexe, ce n'est plus un pôle. Le mot pôle, sans accent, fait référence à polis, c'est-à-dire la cité en grec. C'est-à-dire une dynamique territoriale liée à la technologie, au développement de l'innovation, etc., sur laquelle, cette dynamique territoriale, on a plusieurs pôles de compétences. Et on répond en même temps à une question que j'ai vue écrite dans le programme de ce forum, c'est est-ce qu'on doit spécialiser les zones ou pas? Mais quand on est dans une dynamique de cité industrielle avec plusieurs pôles industriels différents, on peut spécialiser des pôles qui interagissent entre eux, mais dans une dynamique plus globale et territoriale, qui, elle, ne va pas faire référence à un territoire du textile, à un territoire de la mécanique, etc. Et la question de la pertinence de ce genre de spécialité se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est véritablement, et on pourra la reposer, je pense qu'on devait y répondre, hein, même dans la journée, mais il y a une question, je ne veux pas faire l'animateur, c'est vous, mais est-ce qu'on doit spécialiser des zones ou dans un domaine particulier? Lorsqu'on parle aujourd'hui d'interactivité, vous parliez tout à l'heure, est-ce que les zones doivent agir entre elles, être contre les autres ou tout contre les autres, c'est-à-dire travailler ensemble, etc. Donc là se pose la question de la spécialité, de l'attractivité pour des sous-traitants, des co-traitants. De fait, on a des territoires avec des spécialités, avec une main-d'œuvre spécialisée, une main-d'œuvre d'excellence dans tel et tel domaine. Ça, il faut savoir le valoriser, effectivement. Il faut savoir valoriser les savoir-faire et les métiers. Et peut-être transformer ça en dynamique industrielle, de sous-traitance, voire de co-traitance. Parce que le mot sous-traitance est parfois un peu péjoratif. On subit le donneur d'ordre qui va vous commander quelque chose sans vous demander de valeur ajoutée. Le co-traitant, c'est celui qui va apporter la valeur ajoutée parce qu'il maîtrise un métier. Et là, il peut prendre une dimension aussi internationale. Si vous permettez, bon, je vois, c'est Adil vouloir intervenir. Lorsque juste... Luc a parlé qu'est-ce qu'on fait de la taxe RSE? Je crois que vous avez une réponse. Je vais rebondir par rapport au financement. Où doit trouver la Chambre le financement pour la réhabilitation? Je vous dis que le financement, ce n'est pas le problème. On n'a pas de problème de financement par la réhabilitation des zones. Il n'y a pas de problème. Hein. Et la banque est là en plus. Non, je vous dis parce que le ministère a injecté tellement d'argent dans la réhabilitation des zones. Le fonds Hassan II est incroyable. Des montants... très grands montants dans chaque zone. Le problème qui se pose, et comme j'ai dit, c'est question de gouvernance, c'est question d'implication de tous les partenaires. Moi, je suis président depuis 1 an et demi. J'ai trouvé 3 dossiers de réhabilitation de 3 zones, Barchid, Stat et El Jadida. On a pu débloquer El Jadida, on n'a pas pu débloquer Stat et Barchid par faute d'autorisation, par faute d'engagement de la commune. Et je le dis hautement et fort, il y a un problème de gouvernance. Avec le changement d'élus, les priorités changent et il n'y a pas assez d'implication pour mener jusqu'au bout la réhabilitation des zones. Aussi, voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut un pilote institutionnel pour la transformation, la réussite de la réhabilitation des zones existantes et aussi faire le suivi de la gestion et de l'entretien, le temps qu'une association se monte sur place et prend le relais pour gérer et faire tout ce qu'il faut
pour la bonne gestion de la zone. Pour la question de la spécialisation, Oui. est-ce qu'on doit spécialiser? Moi, je pense que oui. C'est avec la spécialisation qu'on peut créer de la demande sur des zones industrielles. Quand je parlais tout à l'heure des informels qui voudraient se transformer et qui ont cette volonté, on prend la plupart, ils sont dans le domaine du textile, par exemple. Mais ce n'est pas la même taille des industriels existants aujourd'hui dans le domaine du textile. C'est des petites unités qui travaillent malheureusement dans des garages, des caves, mais qui emploient 40, 50 personnes. Il ne faut pas le négliger. Tout à l'heure, quand j'en ai parlé de 270 000 unités industrielles, au niveau de Casablanca, on parle de 20% d'industrie informelle. 20%. Donc c'est un chiffre important. Si on industrialise, si on spécialise les unités, les zones industrielles, on peut attirer, par exemple, cette catégorie de textiles vers une zone X. Et ces Voilà. gens-là sont pleins de bonne volonté pour aller vers le secteur formel. Il faudra juste que les conditions soient présentées. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'après les études, d'après les rencontres avec ces businessmen, si on veut, ces acteurs, ils ont une volonté, mais ils veulent un pacte global dans lequel le foncier industriel soit une partie de la solution. Voilà. Monsieur le Président de la région ce matin a parlé de la zone El Gholem pour la fabrication des chaussures. Je crois qu'on est plein dedans dans la spécialisation. Et ça a réussi dès le départ. Ça a réussi dès le départ, la demande. C'est ce que je dis, c'est la demande. On crée la demande et après on crée la zone industrielle. Oui. On ne va pas faire la même erreur qu'auparavant. On crée des zones industrielles et on cherche des investisseurs. Là, c'est l'inverse. Et si on fait des spécialisations, parce que c'est nouveau au Maroc, tous les acteurs de cette branche vont aller, par exemple, si on parle de chaussures, ils sont partis chercher une place. Donc c'est une démarche et créer un écosystème. Il faudra marketer les zones industrielles. Pardon? Il faudra marketer les zones industrielles. Pourquoi pas? Bien sûr. Très bien. Bon, votre point de vue est intéressant, c'est Raïs, par rapport à ce qui a été dit jusque-là. On a parlé d'une best practice qui est la prise en charge de la zone industrielle. On a parlé de la chambre de commerce qui va prendre la main et aller essayer de faire des choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans ce sens, hein? Sachant qu'on a quelques minutes pour les organisateurs. Rapidement, oui. Je crois qu'il ne faut pas généraliser les solutions. Ça serait une erreur de dire ok, les chambres de commerce vont prendre en charge toutes les zones industrielles. Je crois qu'il y a des chambres de commerce qui n'ont pas les structures, qui n'ont pas la maîtrise. Il y a des cas où la chambre de commerce peut le faire, il y a des chambres de commerce qui ne sont pas. Il faudrait structurer la chambre et la doter de moyens, de ressources pour le faire. Donc, avant de le faire, faisons d'abord initialement la préparation, l'organisation et la dotation de ressources des chambres de commerce. Ne généralisons pas. Quand je parle de la bonne pratique, vous imaginez, vous avez dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire seul. Eh bien nous, à l'ASIT, on n'a pas attendu que l'État fasse. Est-ce que vous imaginez qu'on a construit une caserne de pompiers, un poste de police, une infirmerie? On est en train de faire maintenant, de doter la zone de caméras de surveillance, de construire des restaurants à l'extérieur pour les ouvriers. Nous, on a financé plus de 15 millions de dirhams en payant les taxes à l'État et en payant les taxes à la commune. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, faut-il laisser aux communes la prérogative de gestion de ces zones? C'est la question essentielle. On ne peut pas aujourd'hui continuer dans cette erreur. Les communes sont aujourd'hui occupées par la gestion de la ville, de la cité, leurs programmes politiques, etc. Les zones industrielles, c'est autre chose. C'est une chose qui est beaucoup plus complexe. Et nous voyons sur Tanger, sur Tétouan, que les communes ne sont pas capables, n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens. Tanger n'ont pas les moyens de faire 1 mètre de route. On a fait une convention de réhabilitation maintenant. Alors, l'association finance quasiment 5 millions de dirhams. Le ministère finance. La commune, pas 1 centime. Et attention, quand je dis faut-il laisser aux communes et continuer l'erreur, il faudrait que l'État prenne maintenant la décision. Deuxième chose, faire respecter le cahier de charge. Les cahiers de charge existent de ces anciennes zones industrielles. Elles existent. Est-ce que vous imaginez que dans la zone de l'ASIT,
nous manquons de terrain. Il y a des villes où la valorisation est à 20%, sur notre zone, elle est à 95%, il y a des terrains qui manquent. Des terrains qui sont après revendus, la commune autorise une station de service, autorise une station de contrôle de voitures, autorise des commerces, autorise une salle de sport. Et l'industriel est à côté en train de chercher un terrain pour l'extension de son activité. Et quand vous allez parler avec la commune, eh ben, avec qui vous parlez d'abord? Qui? Le président, le vice-président, le deuxième? Qui a autorisé ça? Va aller chercher le responsable. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est dire, ok, les communes n'ont pas la capacité, n'ont pas les moyens, n'ont pas les ressources, ou pour des raisons politiques ou autres, doivent être dégagées de ces zones. Voyons avec la province ou les walis, le ministère, etc., une façon différente d'avoir une autorité de tutelle. Mais il faut que ces associations, ces zones industrielles, soient dotées d'associations avec un caractère et un critère qui leur permettent de gérer et de continuer à gérer. Et ne négligeons pas, moi, quand j'ai vu le titre, je ne sais pas avec qui j'ai échangé, ne négligeons pas ces zones industrielles. Sur notre ville, la zone là où on est maintenant, la ZIT, je suis président de toutes les zones, je veux parler des 13 zones, celle qui participe le plus à l'effort fiscal, qui paie le plus d'impôts, ce n'est pas la TFZ, c'est la nôtre. Alors nous parlons de TFZ souvent, c'est nous qui payons l'IS, ce n'est pas la TFZ. Donc la vie, la continuité de ces zones est essentielle même pour l'équilibre fiscal du pays. C'est de bon aussi. Combien d'entreprises? Plus de 400, 500. Le poids fiscal de ces zones. Le poids réellement, valeur ajoutée. Ce sont des sociétés à INSPA. La valeur ajoutée créée dans ces zones. C'est autre chose. Ce ne sont pas des zones où une activité à l'international est établie pour 5, 10, 15, 20 ans, mais c'est souvent des activités lourdes qui sont orientées vers le marché local, qui empêchent le déséquilibre de la balance commerciale, etc. Donc, nous avons deux visions. Il faut un peu compléter les visions. Quant à la spécialisation, je suis tout à fait d'accord. Il y a des villes où on peut spécialiser. Il y a des villes, des petites villes, on ne peut pas spécialiser. Des petites villes où si on dit... oui, parce qu'on ne peut pas. Et quand on spécialise, avant de spécialiser, il faut mettre en place toute une vision pour attirer l'investissement spécialisé. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante. Ne disons pas une zone industrielle... Pardon, c'est vrai, on a également des spécialistes dans la salle qui nous attendent pour poser leurs questions avant de vous redonner la parole pour un dernier mot sur ces tables rondes. Sinon, on n'aura pas droit au déjeuner. On n'aura pas droit au déjeuner. Le restaurant va fermer. Allez, on donne la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? S'il vous plaît, vers le milieu. Oui, on le fera. Oui. Bien sûr. Alors, on va noter quelques questions, réunir les questions avant de commencer les réponses, s'il vous plaît. Bonjour, je représente l'Association marocaine des professionnels de la réparation automobile, AMPRA. C'est une association nouvelle qui vient d'être créée, ça fait plus ou moins 3 ans. J'ai postulé dernièrement sur des zones industrielles. Malheureusement, la réponse était le refus parce qu'on ne pouvait pas faire ce genre d'activité dans les zones industrielles où j'ai Astat, Abrachid et même Ahd Swelm. Parce qu'apparemment, notre activité, c'est un service. Et nous, l'association, elle œuvre pour la restructuration de ce service, c'est de passer vers le formel. Et on nous donne, on n'a pas le droit d'ouvrir dans la ville, au sein de la ville, c'est ce qu'on veut éviter. Et on doit ouvrir dans des zones industrielles et il n'y a pas de zone de service. Quand on va vers l'État pour les zones industrielles, il n'y a que le refus pour ce genre de terrain. Quelle est votre réponse? Merci beaucoup. Encore une question? Je vous en prie. Bonjour, je suis Arman Mezoudi, un étudiant en chercheur. D'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je trouve que le problème repose sur 2 points. Un aspect réglementaire et un aspect de structuration.
est-ce que vous pensez, si on donne compétence à une autorité de donner l'autorisation pour mettre un projet qui repose sur un premier point, sur les lacunes que vous avez mentionnées, qu'on ne peut pas procéder qu'on peut pas procéder à l'émission d'un projet sans avoir certaines autorisations. Cette autorité peut donner les autorisations en question, puis, en deuxième lieu, reposer sur des mécanismes conventionnels qui sont adaptés aux spécificités des projets, c'est-à-dire de bénéficier des expériences du passé, comme déjà mentionné, et utiliser des mécanismes déjà existants, comme par exemple des financements structurés et tout ça, mais avec l'accomplissement de compléter avec des prérogatives de puissance publique qui le permettent de mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci à vous. On a encore des questions sur l'autre rive de la salle, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Wardi Younes, je suis un gérant d'une unité de production. Je vais prendre le courage de dire qu'aujourd'hui, je suis dans l'informel parce que j'ai vraiment des difficultés à trouver un espace formel pour développer mon activité. J'opère dans le secteur de production d'équipements frigorifiques. Nous sommes vraiment on va dire une minorité, mais vraiment nous sommes des fabricants qui se comptent sur les bouts des doigts. On est vraiment très peu dans un secteur qui présente vraiment des opportunités très importantes dans le développement industriel marocain qui bien sûr, qui présente, comme je dis, des opportunités pour l'exportation et pour le développement du secteur industriel au Maroc, puisque la majorité des équipements dans notre secteur sont de l'importation. Donc nous, on fait un effort qui est très important pour développer l'industrie sur le Maroc. Mais le prix de vraiment l'investissement pour acquérir le foncier industriel est vraiment il va puiser dans notre on va dire capital et qui va vraiment pénaliser notre concurrence vis-à-vis à l'importation. Donc aujourd'hui, lorsqu'on frappe la porte pour acquérir le foncier, pour développer notre activité, on trouve vraiment le manque de la disponibilité de l'offre. Aujourd'hui, quand j'ai assisté à cette conférence, j'ai compris on va dire la difficulté que vous avez aussi pour développer des nouvelles zones, puisque l'offre elle n'est pas là. Donc aujourd'hui, la question, est-ce que nous, on doit attendre de trouver vos solutions pour réhabiliter les zones déjà non valorisées ou bien vous allez, je veux dire, est-ce que vous allez travailler sur de nouvelles zones pour qu'on puisse trouver notre opportunité aussi pour avoir ce privilège. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore des questions, une ou deux questions. On passe aux réponses et on prendra un deuxième paquet. السلام عليكم، أنا الأستاذ رشيد وحكم كرة المضرب وصاحب واحد البرنامج كل يجيب 10 دراهم نديرو مستشفيات وطرق وداك الشيء. دابا اللي بغيت نقول لك شحال من المحل كاين في الأحياء الشعبية مسدود، ميم في توين سنتر الفوق كلشي المحلات محدودين. شحال من المحل، شحال من المقاولة ما كيدوزش على العام حتى كتسد. شنو النتيجة؟ النتيجة على أنه المنتوجات الصينية والتركية هرست الاقتصاد الوطني، لذلك أنا أطلب من الرفع من الضرائب على المنتوجات الصينية. مثلا أرخص حذاء صيني يكون كيدير 600 درهم باش يبقاو المقاولات المغربية يبيعوا ديال 200 درهم ديال 300 درهم إلى غير ذلك. كذلك يحبسوا دوك المنتوجات ديال البال ديال الحوايج الأقدام اللي كيجيو باش كذلك التكستيل ينشط.
كذلك انا كنتوجه الابناك باش ما تبقاش عند الربح من الفوائد، انها تحول الى شركات والى صناعات. مثلا العقار كيتباع ب 25 مليون، شقق اقتصاديه ما فيهش الدروج ديال النجده، ما فيهش السنسور، الواد الحار كيفيض عليهم. علاش لما تكونش الابناك شركه مع العقار ويديروا لنا واحد المنتوجات كبيره وفيها الجوده مزيان ويخفضوا الثمن، ولا بغى مثلا كتقام ب 10 المليون للشقه يبيعوها ب 12 مليون والباقي بدون فوائد. لذلك علاش ما كتكونش عاوتاني الابناك شركه للشركات وشركه للمعاهد العليا والجامعات، ويصنعوا لنا اول هاتف نقال، اول تلفازه مغربيه، اول ثلاجه، اول صناعات مغربيه اخرى. لذلك انا في ظل هذه الازمه الاقتصاديه اطلب من الزياده في المنتوج، في جوده المنتوج، والتخفيض من الثمن وعدم بيعه بالفوائد. كذلك إذا أعطاني الله هذا البرنامج التلفزيوني، فأنا غناخذ قرارات شجاعة إن شاء الله من شأنها أن الدولة ديال الصين وتركيا والدول الأخرى أنها تفهم على أننا نريد أن نخرج من دولة لها ديون إلى دولة لها اكتفاء ذاتي، إلى دولة متطورة صناعيا وتصدر عالميا إن شاء الله. شكرا أستاذ. Bonjour à tous, je me présente, Fré Wetman, je viens de revenir au Maroc. Je vivais en Chine depuis 2013. Je suis revenu pour un projet de mise en place d'une marque de cosmétiques marocaine 100% naturelle. J'avais une petite question juste au niveau de l'accompagnement financier. Est-ce que, étant donné que je viens de revenir, que ça va être une nouvelle opération, une nouvelle entreprise, est-ce que l'accompagnement financier, on peut en discuter avec les banques et tous les accompagneurs qui peuvent m'accompagner mieux? Est-ce que ça va être au début ou après 3 ans, 4 ans, 5 ans? Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être une dernière question avant de répondre à ce premier paquet, et on lancera un deuxième recueil. Une dernière question, oui, bonjour tout le monde. Je me présente, Aziz Bouhassine, je suis directeur provincial de l'ANAPEC au niveau de la province Nouassar. Alors ma petite question, c'est une question très succincte par rapport à la place réservée à la PME, c'est-à-dire dans ce dispositif, ou là, dans la mise en place, je dirais, ou là, dans l'aménagement, ou l'habilitation, je dirais, des zones industrielles, qui est la place réservée à la PME, sachant que la PME, dans la PME, il y a 80%, je crois, de TPE, parce que si on faisait une petite analyse, je crois, sous le contrôle de monsieur le directeur de la Chambre de commerce, dans la PME, je dirais, il y a 80%, plutôt dans la PME, il y a 80% de TPE, qui est à la place, est-ce qu'il y a un quota, est-ce qu'il y a un système d'incitation, un système d'exonération, qui est un traitement préférentiel réservé à la TPE. Deuxième question, le deuxième volet réservé, bien sûr, je dirais, je vais saluer ici l'expérience ou la best practice au niveau de la région de Tanger, et pourquoi pas généraliser, même si c'est en généralisant, ça serait un peu difficile, pourquoi pas généraliser ou la dupliquer, ou la faire un partage de bonnes pratiques au niveau d'autres sites, d'autres régions, parce que c'est une région, bien sûr, c'est un cas pilote qu'il faut, je dirais, étudier ou là qu'il faut valoriser. Alors, ma question, est-ce qu'il faut laisser, je dirais, la compétitivité, je dirais, de l'entreprise marocaine ou des exportateurs marocains à la merci du politicien, sachant actuellement que le politicien y est ce qui est. C'est je dirais, un politicien qui, je dirais, qui n'a pas cette vision. Alors, c'est une question, je dirais, est-ce qu'il, alors c'est toujours dans l'industrie, dans le secteur, je dirais, de la valorisation des zones industrielles. Est-ce qu'il faut, je dirais, trouver un dispositif juridique administratif pour gérer en autonomie, je dirais, les zones industrielles? Le cas, ce qui a été fait dans TMSA, je crois, c'est une région qui gère à part entière, c'est hors, super, je dirais, ce qui rentre hors champ. Question. Merci beaucoup. Très bonne question, on reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, les questions sont posées pour le panel entier. Je vous en prie. Hein. Bon, je vais répondre à 2 questions qui se ressemblent. C'est quel dispositif est mis par la Chambre de commerce ou autre institution pour inciter les gens qui travaillent dans l'informel à se transformer au secteur formel.
Donc la Chambre de commerce, après les assises du commerce tenues à Marrakech, présidées par Monsieur le ministre, il a été conclu la signature de 3 conventions, une avec l'ANPIC et une avec Maroc PME. C'est ce qui nous intéresse dans ce volet, c'est que au sein des chambres, il y aura un mécanisme dans lequel les porteurs de projets ou les entreprises qui travaillent dans le formel veulent se transformer, qui passent par la chambre pour faire un montage de leur structure et pour aller vers le secteur formel. Malheureusement, il y a le manque d'information, où les gens s'informent mal sur les incitations fiscales qui sont là pour la création d'entreprises. Il y a beaucoup de choses, mais malheureusement, les gens sont mal informés. Le rôle de la Chambre aujourd'hui, avec ses guichets ouverts au sein de la Chambre de Maroc PME et l'ANPIC, est justement d'informer les opérateurs ou les porteurs de projets de ces incitations, soit fiscales ou autres. Pour les zones industrielles, est-ce qu'il y a une offre industrielle? On est en train de travailler avec le ministère sur un projet à Casablanca, justement pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises industrielles qui veulent s'installer. Et on essaie de travailler sur une offre qui va être compétitive, une offre qui va permettre d'acquérir un foncier, soit en location, soit en vente, mais à un prix qui est encourageant pour les jeunes de la région de Casablanca. Merci. Okay. Alors, on a parlé des droits de douane. Comment on peut régler cette affaire des droits de douane pour mieux placer les produits marocains? D'accord. Ce n'est pas le sujet de notre table ronde. Il n'y a pas de souci. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Vous êtes l'État? Dites-nous. Je représente le ministère de l'Industrie, du Commerce également. Oui, je comprends parfaitement la question. C'est une question qui n'a jamais cessé d'être d'actualité. Vous avez cité 2 origines. Vous avez cité la Turquie, vous avez cité la Chine. Moi, je prends l'exemple de la Turquie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État marocain, le gouvernement, a utilisé l'arsenal de la défense commerciale. Et on a, rien qu'avec ce pays, je vais dire que nous souffrons des importations textiles de la Turquie. Ça s'est prouvé de par l'examen des outils de défense commerciale. Donc là, nous mettons en place des droits de douane additionnels. Par rapport aux droits de douane qui sont en vigueur. Maintenant, par rapport à l'autre pays, la Chine, on ne va pas se voiler la face. C'est un pays hautement compétitif. Il a des économies d'échelle qui sont là. Maintenant, bien évidemment, il faut qu'on reçoive, de par la loi, il faut qu'on soit saisi de demandes, soit pour l'inondation, les importations massives, soit pour le dumping. Ce sont les 2 mots MAUX qui doivent être réglés par la défense commerciale. Donc, il faut que le ministère soit saisi et c'est une lourde instruction, bien évidemment, parce qu'après, il y a les canaux diplomatiques qui sont mobilisés, il y a plusieurs interpellations, il y a des balances à examiner pour prendre des décisions. La décision prise dans le cadre de la défense commerciale avec la Turquie, c'est une grande décision que le Maroc a prise avec ce pays-là. Donc, tant que j'ai la parole, je reviens à la première question. Sur la réparation, la société de la réparation automobile, mécanique automobile. Je comprends, comme vous le dites, c'est une société de réparation. Ça peut être assimilé à du service pour l'industrie, mais ce n'est pas du service pour la production industrielle. Je vous le dis très clairement. Et bien évidemment, quand vous parlez d'autorisation, vous êtes sur un territoire. Donc, vous êtes autorisé soit par la commune, soit par des affectations. Vous êtes dans une zone industrielle, donc il s'agit d'une commission d'attribution.
la commission d'attribution, elle examine votre dossier. Donc votre dossier n'a pas été réceptionné. C'est ce que je comprends. La commission d'attribution applique le cahier de charge de la zone. La zone, elle abrite des activités industrielles et des services liés à l'industrie. En revanche, dans le territoire où vous êtes, je ne sais pas lequel, vous pouvez avoir des zones d'activité économique. D'ailleurs, c'est un terme qui est consacré par la loi sur les régions. Là, le ministère de l'Industrie, il a déjà intervenu et il va continuer à intervenir dans des zones mixtes où nous contribuons au développement de ces zones, taille vraiment humaine, 10 hectares, 15 hectares, mais qui vont abriter des activités comme la vôtre, de la menuiserie aluminium, de la forgerie, et ainsi de suite. Ce sont des activités de proximité, mais comme le terme, je ne l'ai jamais trouvé en français, le hirafiyin. Pardon. Eh bien voilà, les artisans, c'est un grand débat parce que je rentre sur le périmètre d'un autre ministère, d'un autre département. C'est pourquoi j'évite et je dis que parce que nous sommes là, le gouvernement solidaire, j'ai un plan urbanistique. S'il faut que le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Artisanat mettent la main dans la main pour réaliser un espace, une zone d'activité économique au service des industries légères et au service d'activités comme la vôtre, on le fera. Et je vous donne l'exemple de Taounet, une zone d'activité économique à Taounet, et nous sommes en train de lancer pas mal d'autres zones d'activité économique dans d'autres régions. Quelle est votre question par rapport à l'Ghlam? Créer des zones spécifiques je crois que le débat a déjà pris en charge cette question. Maintenant, les zones spécifiques, MEDZ plutôt à vocation spécialisée, MEDZ par exemple, Sismar, il est toujours avec nous, nous en avons. Mais dans le décret de réalisation de ces zones, nous restons larges pour permettre à des exceptions de s'installer, des exceptions industrielles par rapport à cette spécificité de s'installer sur cette zone-là. Et nous avons toujours un arrêté de service. Mais ces services-là, ils sont intimement liés à l'activité industrielle. Merci. Donc, Madame la directrice. Est-ce que ça serait votre mot de la fin ou voulez-vous nous dire un au revoir? je voulais... Un mot de la fin, parce que les organisateurs nous interpellent. Un mot de la fin, c'est que dans le cadre du projet de loi sur lequel nous travaillons, il y a un outil que je dirais, j'espère qu'il va avoir l'adhésion de tout le monde, c'est la mise en place d'un cahier de charge pour la réalisation d'une zone sur toute la chaîne de valeur, depuis l'idée, la conception, jusqu'à la gestion. Ce cahier de charge doit être observé par n'importe quel porteur de projet de zone industrielle, qu'il soit un corps élu, qu'il soit l'État, qu'il soit une entreprise privée. C'est la formule qui va synergie totale, qui va nous faire passer à un autre monde. Et tout à l'heure, les collectivités ont été fortement interpellées. Avec ce cahier de charge, ils doivent l'observer. Chacun son rôle. Merci Madame la directrice, Monsieur le Président. Un mot de la fin. Bon courage. Bon courage à tout le monde. Et puis, on espère que chacun fera de son mieux en tant qu'institution ou opérateur pour faire avancer les choses dans notre pays et s'inscrire dans la politique industrielle du Maroc. En tant qu'institution, nous sommes engagés à travailler auprès du ministère et au service des opérateurs de la région de Casablanca-Stade. Merci. C'est Raïs, avant de vous souhaiter un bon voyage pour Tanger, qu'est-ce que vous nous dites Eh bien, que rien n'est perdu, que nous avons la possibilité réellement de concilier l'ancien et le nouveau, qu'il y a une bonne expérience qui a été tirée de ce qui a été fait récemment, que le ministère aujourd'hui réellement a une volonté extraordinaire pour essayer d'accompagner les anciennes zones industrielles. Et il y a des bonnes pratiques qu'il faudrait voir et généraliser, qu'il faudrait échanger avec les acteurs privés et les associations pour que l'expérience soit
générale et qu'elle soit intéressante. Et je suis très confiant. Le pays, réellement, au niveau de Tanger, il n'y a pas seulement que les sociétés internationales, beaucoup d'acteurs économiques nationaux ont des projets et il y a un problème de terrain sur des villes. C'est impressionnant, pas pour des projets à l'international. Donc je suis vraiment très confiant et je crois que la voie de communication est très ouverte depuis pas mal de temps avec le ministère, mais il faudrait réfléchir, je dis bien réfléchir, à la problématique de la commune qui gère l'entretien des zones. Pour moi, c'est une clé du problème. Merci. Merci beaucoup. C'est Raïs, c'est Najib Ben Abdallah, l'amour maroco-chinois, comment il se présente, comment il avance. Merci Sitsazi. Moi personnellement, je rêve d'un Maroc qui deviendrait un dragon de la région. Il l'est déjà. Alors, il l'est, mais je veux un dragon encore plus gros. Et aujourd'hui, le Maroc a mis en place, grâce à une vision gouvernementale extraordinaire, toute l'infrastructure pour permettre aux entreprises marocaines de vraiment servir la totalité du continent africain. Nous avons une compagnie aérienne qui couvre quasiment toutes les capitales. Nous avons un secteur bancaire constitué de 3 banques qui couvrent la quasi-totalité des pays de l'Afrique. Nous avons aujourd'hui des tas d'accords et nous avons une main-d'œuvre qualifiée et qui est capable de relever des défis extraordinaires. La preuve en est ce qui a été fait avec Renault, avec Peugeot. Et je pense que les industriels marocains devraient faire confiance à tout ce système qui est là, qui est mis en place. Et les banques sont là pour les accompagner dans leur export. Et donc, il faut qu'ils voient beaucoup plus grand que ce qu'ils sont capables de produire pour le pays. Il faut qu'ils regardent ce qu'ils sont capables de vendre dans tout le continent africain et même au-delà. Nous sommes prêts à les accompagner en Espagne, en Angleterre, en France, en Europe. Et ça, ce que je vous demande, c'est de nous utiliser. C'est aussi simple que ça. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Luc Solier, j'ai bien noté votre appréciation très positive des best practices marocaines lors de votre passage au Maroc. Un dernier mot. Oui, les best practices sont là, effectivement. Malheureusement, jusqu'à ces temps récents, elles n'étaient pas mises en place partout. Et tout ce qu'on a pu constater ce matin, c'est qu'il y a cette réelle volonté, et maintenant on se donne les moyens d'identifier et de répandre ces bonnes pratiques marocaines en y associant d'éventuelles bonnes pratiques étrangères si nécessaire, en les adaptant. Donc la volonté est là, les moyens sont là, je l'ai entendu. Donc on a les moyens financiers, on a les moyens techniques, l'ingénierie, c'est de l'ingénierie en fait, on l'a. Le Maroc la possède. Il y a des succès qui sont patents qu'on ne peut pas contredire. Donc, il suffit d'essayer d'adapter cela aux autres problématiques locales et régionales. J'insisterai aussi sur le fait, il n'y a pas que l'accompagnement qui est très important, mais il y a aussi le fait de bien identifier les métiers, de bien identifier les savoirs. Ils sont là aussi. Il y a des spécialités. On maîtrise de nombreux métiers au Maroc. Encore faut-il aujourd'hui accompagner leur valorisation, pas que celle du foncier, mais la valorisation artisanale et industrielle de ces métiers-là, peut-être en créant, comme c'est fait historiquement en Italie du Nord, ce qu'on appelle les districts industriels. Ce n'est pas forcément des zones, mais aussi des districts où tous les partenaires agissent ensemble. Donc, on a tous les moyens aujourd'hui. Il suffit de mettre tout cela en musique. On a tous les instrumentistes. Il y a une symphonie à jouer qui est celle du développement économique et social. Il faut trouver, je crois qu'on les a aussi, des chefs d'orchestre. On a le ministère de l'Industrie, certes, mais aussi d'autres chefs d'orchestre en matière de gestion, d'aménagement. Faisons en sorte que tout le monde, et la finance aussi est là, faisons en sorte que tout le monde agisse ensemble, y compris les acteurs locaux tels que les industriels eux-mêmes. Il faut savoir impliquer le secteur privé avec le secteur public. Il y a une dimension qu'on a oubliée, qui est très importante, et j'espère que ça fera partie du cahier des charges des zones industrielles, c'est l'approche genre, la dimension genre. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin, voire pas du tout malheureusement, et je pense qu'il faut réparer cela parce que c'est un élément très important. Il y a de nombreuses femmes qui soit créent leur entreprise et de plus en plus, soit travaillent dans les zones industrielles et ont besoin d'être accompagnées, d'être sécurisées, que ce soit pour l'éducation de leurs enfants ou la difficulté de leur métier, ou les transports, la logistique, les aider. Et je pense que, j'imagine que ça doit faire partie du cahier des charges des zones industrielles, Madame Al-Khalfi le confirme, et ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Et l'ONUDI dans les différentes composantes du programme de partenariat a une composante genre et va essayer de faire en sorte que ça fasse partie intégrante. Merci beaucoup Jean-Luc, je termine sur la bonne nouvelle et je vous annonce une autre. Merci Madame Khalfi, merci c'est Adil, merci c'est Raïs d'avoir partagé votre expérience. Merci à la BMCE en la personne de Sibn Abdallah
Et merci à vous, Jean-Luc. Alors, la bonne nouvelle qu'on vient de m'annoncer, c'est qu'il y a une soirée qui est prévue à 17h, en fin de journée. Une soirée d'un orchestre de la musique andalouse qui est piloté par Dr Moulay Brahim Louazani, qui est en votre honneur. On vous attend très nombreux cette fin de journée, Inch'Allah. Merci beaucoup et merci à mes chers invités. Merci beaucoup.